Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir. C'est la première fois qu'on lance un événement comme ça. Donc on est content que vous soyez déjà plus d'une cinquantaine. Je pense qu'on va en avoir encore quelques-uns qui vont arriver en cours de route. C'est pour ça qu'on a quelques petites minutes d'introduction. Donc, premièrement, je vous demanderai de ne pas activer vos micros pendant la conférence pour pas que ce soit comment dire, qu'on entende du son qui interrompt tout le temps. Si j'ai bien suivi ce qu'on a fait avec Mathieu, Mathieu va laisser à un moment donné des opportunités pour poser des questions. Donc à ce moment-là, vous aurez la possibilité de réactiver votre micro et de poser une question. On aura aussi un temps de questions sur la fin si vous le souhaitez, c'est comme vous préférez. Je vais aussi vous demander de couper vos caméras. Pourquoi? Parce qu'en fait, on enregistre aussi le webinaire pour pouvoir ensuite le poster en ligne. Donc, s'il n'y a que le diapo de Mathieu et sa caméra, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je vais laisser la parole à Joseph qui va faire une petite intervention, si monsieur est là. Oui, il est Très là. bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir du coup pour ce premier webinaire de présentation de cette série de webinaires sur l'Open Science. Donc, merci à Mathieu de nous faire l'honneur de venir de débuter cette série. Donc, cette série de webinaires est organisée par la CAPS et plus particulièrement par son réseau de jeunes chercheurs. Donc, la CAPS, c'est l'association des chercheurs en activité physique et sportive, dirigé par monsieur Stéphane Perret, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui d'ailleurs, depuis 2013. Et c'est l'une des sociétés savantes phares dans la recherche en activité physique en France. Donc rapidement, elle a pour objectif de promouvoir la recherche dans les domaines du sport, de l'activité physique et plus généralement dans le mouvement humain. Et elle rassemble chercheurs, enseignants, étudiants, ingénieurs, techniciens, même entraîneurs dans ce domaine de l'activité physique. Donc, vous connaissez peut-être la CAPS par ses congrès internationaux tenus tous les 2 ans ou alors sa revue Sciences et Motricité, une revue pluridisciplinaire. D'ailleurs, son prochain congrès se déroulera le 27, 28 et 29 mars à Montpellier. Donc, la RJC que nous animons avec Clément, c'est le réseau des jeunes chercheurs de la CAPS, ce réseau des jeunes de la CAPS dans lequel les doctorants, les M2, les post-doctorants et les jeunes maîtres de conférences se rassemblent autour des sciences, du sport et de la motricité. Donc, chaque année, la RJC propose à ses adhérents des interventions ou des formations. Et cette année, nous vous proposons avec Clément et les différents intervenants et les dirigeants de la CAPS, nous vous proposons cette série de webinaires sur l'Open Science qui est ouverte à tous. Donc, je laisse la parole à mon collègue Clément pour vous présenter le programme du jour et l'intervenant du jour. Ok, merci Joseph. Petite précision avant que je débute, donc après je présenterai Mathieu succinctement, pour vous dire que sur les 3 webinaires qu'on a déjà proposés, on va en proposer un 4e. On a eu la confirmation après qu'on ait fait la communication, donc bon, un petit raté, mais donc, du coup on a un petit webinaire bonus. Il aura lieu le 30 novembre, pour rester dans le mois de l'Open Movember, à 14 h. Pareil, et ce sera un ambassadeur de la plateforme OSF qui viendra nous présenter donc, la plateforme OSF Framework, qui est du Center for Open Science, qui est en gros une énorme plateforme où on peut déposer divers projets, faire des préprints, etc. Et tout cela a pour objectif de valoriser l'open science. Donc notre intervenant le présentera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, déjà gardez la date en tête, le 30 novembre à 14 h, ce sera un autre webinaire sous le même principe. Vous pouvez vous poster ensuite au cours de la vidéo un lien où vous pourrez aller adhérer au groupe du RJC pour que vous puissiez avoir toutes ces informations par la suite. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Mathieu. Donc, Mathieu Bogantier a poursuivi une formation STAPS qu'il a réalisée à l'UFR STAPS de Grenoble. C'est un Grenoblois. Il vit au Canada, mais il est français. À la suite de son master STAPS, il s'engage dans les études de kinésithérapie et il obtient son diplôme de kinésithérapeute. Donc, fraîchement double diplômé, il entame une thèse en neurosciences au laboratoire CNRS Team CIMAG et il la défend en 2012. À la suite de celle-ci, il a réalisé un post-doctorat d'une durée de 6 ans à l'université de Leuven en Belgique. Par la suite, il a intégré les universités de Genève en Suisse, puis de Colombie-Britannique au Canada en tant que chercheur senior.
Il obtient en 2019 son habilitation à diriger les recherches et il occupe depuis 2020 le poste de professeur adjoint à l'Université d'Ottawa à la Faculté des sciences de la santé. À savoir qu'il est aussi éditeur associé de la revue Advances in Cognitive Psychology, éditeur au sein de la société STORC, donc Society for Transparency, Openness and Replication in Kinesiology, et membre du comité des recteurs de Sport Archive, donc The Open Access Repository for Sport Exercise and Health Research. Et il a récemment coécrit avec Boris Cheval le livre intitulé Le syndrome du paresseux, un ouvrage qui a connu un large succès ces derniers temps. Voilà, donc Mathieu, je vais te laisser la parole. Donc on a convenu à peu près 45 minutes de présentation, tu gères ça comme tu souhaites, et puis on t'écoute. Merci Clément, merci Joseph, merci le réseau des jeunes chercheurs de la CAPS. Je vais partager mon écran. Alors, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Si tout se passe bien, Clément. C'est tout bon, ouais. Ok. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de répondre à cette question. Qu'est-ce que l'open science? Pour y répondre, je vais commencer par définir, selon moi, ce qu'est l'open science. Ensuite, je vais parler de pratiques de recherche douteuses, QRPs. Après, je vais parler du partage, évidemment, qui est central dans l'open science. Ensuite, je vais présenter les préprints et du coup aussi les postprints. Je vais parler de null results. Vous aurez vite compris au fil de la présentation que l'open science, ça ne se résume pas à l'open access, d'autant plus qu'il y a plusieurs types d'open access. Ensuite, je vais rapidement parler de pre-registration et de registered reports, rapidement parce que Cyril Forestier va faire une présentation mémorable la semaine prochaine dessus. Ensuite, je vais parler de l'évaluation de la qualité scientifique des chercheurs et de la recherche. Et enfin, je vais essayer de répondre à cette petite question, est-ce que c'est stratégique d'être un open scientist en ce moment? Alors, qu'est-ce que l'open science? Pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est global, qui va valoriser l'ouverture et la coopération plutôt que l'individualisme. Donc, c'est vraiment un état d'esprit qui vise à devenir une culture si possible. L'open science, c'est aussi partager un maximum de données, de codes, de documents, tout ce que vous pouvez gratuitement pour que la communauté puisse en bénéficier, pour que la communauté elle puisse vérifier, corriger et réutiliser tout notre travail le plus facilement possible. Donc pour ça, on a différentes archives pour déposer des données ou pour préprinter. On en reparle tout à l'heure. L'open science, c'est aussi valoriser les bonnes pratiques à toutes les étapes du processus de recherche et de ne pas seulement mettre en avant le résultat, la nouveauté, comme c'est de plus en plus fait. La nouveauté, ce n'est pas le plus important. De mon point de vue, ce qui est le plus important, c'est la méthodologie. Enfin, l'open science, c'est soutenir l'équité, la diversité et la viabilité, notamment financière, du système scientifique. Donc tout ça, c'est l'open science et ça va fournir un cadre qui permet de minimiser les pratiques de recherche douteuses dont on va parler juste après. Et de mon point de vue, l'objectif à long terme, ce serait que cet état d'esprit il devienne une culture parce que ça permettrait que les connaissances qu'on trouve grâce à notre recherche, elles soient plus conformes au réel, donc à la vérité. Donc, le deuxième point, les pratiques de recherche douteuses. Qu'est-ce que c'est? Il y en a plusieurs. La première, c'est le hacking. Donc là, c'est facile. En fait, vous collectez vos données, vous allez faire vos analyses, vous avez des résultats, et sur la base de ces résultats, vous allez faire une hypothèse. Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas comme ça que les statistiques elles marchent. Vous devez d'abord faire les hypothèses, ensuite collecter vos données, et après vérifier si vos résultats ils vont confirmer ou pas. Si vous ne respectez pas cette chronologie, c'est une pratique douteuse. Ensuite, il y a le selective reporting. Donc, selective reporting, c'est simple. Vous prenez 20 variables pour tester le même concept. Il n'y en a qu'une qui sort en statistique.
vous jetez toutes les 19 autres à la poubelle et vous reportez dans votre papier que celle qui a été significative. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en faisant ça, vous multipliez les chances d'avoir un résultat significatif. Donc, vous devez reporter tous les résultats que vous avez, donc les 20, et corriger le seuil pour la significativité. Ensuite, il y a le p-hacking. Donc ça, c'est juste, vous faites tout ce que vous pouvez pour avoir un résultat qui aille en dessous du 0.05 en termes de p-value. Donc, par exemple, enlever ou laisser des observations ou des sujets alors qu'on ne devrait pas. Ça, c'est du p-hacking. Le p-hacking, c'est aussi essayer de tester plusieurs participants et d'avoir plusieurs observations et d'aller voir au bout de 5 participants si c'est significatif. Et après, on continue, on fait à 10, on fait à 15 et ainsi de suite. Et à 30, tiens, c'est significatif, j'arrête tout. Et c'est ce résultat que je vais reporter dans mon papier. Vous ne pouvez pas faire ça parce que en faisant ça, vous augmentez les chances d'avoir un résultat significatif et vous allez forcément en avoir à un moment donné. Donc, si vous voulez faire ça, vous devez réduire le seuil de la significativité à chaque fois que vous allez regarder. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est mis en évidence par ce petit schéma que j'ai repris sur Lakens, qui va tester les valeurs d'un test T au fur et à mesure qu'il augmente les observations. On voit que c'est distribué de façon uniforme entre 0 et 1 quand l'hypothèse nulle est vraie. Ensuite, il y a le cherry picking. Donc ça ressemble un peu au selective reporting, mais c'est un peu un cran au-dessus. Vous avez une hypothèse et vous allez prendre que les résultats qui vont dans le sens de cette hypothèse. Pas forcément significatif. Si vous avez quelque chose qui donne un résultat non significatif et que vous faites d'autres tests et que vous montrez qu'il n'y a pas d'effet, vous dites « Ah, bah, vous voyez, une hypothèse alternative, elle est fausse, c'est vraiment la mienne qui est juste. » Donc, vous allez choisir vos résultats qui vous intéressent et vous jetez tout le reste. Le publication bias, c'est que vous n'allez pas publier quand vous avez des résultats qui sont un peu mitigés, vous ne savez pas vraiment comment discuter ou conclure. Du coup, vous les mettez de côté parce que vous pensez que ce sera plus dur à publier. Ou alors, vous avez des résultats nuls qui ne donnent pas d'effet significatif et vous dites « ça va être trop compliqué, je le mets de côté ». Tout ça, ça va avoir un effet problématique sur le paysage de ce qui est publié, parce que du coup, on va voir que les choses qui marchent, qui sortent, et ce qui ne marche pas, on ne le saura pas, ça sera masqué. Et ça, c'est un problème, parce qu'on va avoir une vision du réel et de la vérité qui est complète. Sinon, ça entraîne une déformation de la recherche et de ce qu'on peut trouver. Donc, pour illustrer ça, Adam Virgil, il a fait ce petit dessin d'une personne qui est toute nue, qui se regarde dans la glace et qui est toute belle en costard. Pour l'instant, on en est un peu là. Donc, j'ai résumé ça dans cette phrase. Les pratiques de recherche douteuses que je viens de vous présenter, elles aboutissent à des preuves trompeuses qui vont déformer notre perception de la vérité. Et aller détecter ces recherches douteuses, ces erreurs, il y a des scientifiques qui en ont fait leur spécialité, comme Nick Brown et James Heathers, et ils mettent bien en avant qu'il faut bien différencier la détection d'erreurs et la fraude, que ce n'est pas la même chose. Et je suis complètement d'accord avec eux parce qu'on fait tous des erreurs et on ne fraude pas forcément. La différence entre erreur et fraude, c'est l'intentionnalité. Quand vous faites une fraude, vous allez essayer de malaxer les datas ou même en créer pour avoir le résultat que vous voulez de façon intentionnelle. Et ça, c'est de la triche, quoi, clairement. Et ça, c'est préjudiciable encore plus pour la recherche et pour l'intégrité de tout le paysage scientifique. Et ça conduit à la falsification ou la fabrication de messages scientifiques. Donc, pour lutter contre ça, il y a bien sûr l'open science, c'est important, parce que c'est plus difficile d'aller tricher si on va publier nos datas publiquement, avec le code publiquement. Généralement, quand tu triches, tu essaies de cacher les choses. Donc, si tout le monde fait de l'open science, ça va avoir tendance à limiter cette fraude. Et c'est important aussi d'aller voir des sites comme Retraction Watch qui vont répertorier tous les articles qui ont été rétractés parce qu'il y avait des gros problèmes en termes de data et des grosses suspicions. Et du coup, il y a forcément les auteurs. Et si un auteur a déjà 2, 3, 4 articles qui ont été rétractés, on est en droit, sur son prochain article, d'avoir un peu plus de doutes et d'aller voir plus précisément ce qui a été fait. Donc maintenant, troisième partie, le partage, qui est évidemment central en open science. Pourquoi il faut partager, de mon point de vue?
Parce que l'open science, c'est un état d'esprit collaboratif. Si on ne partage pas, on ne peut pas collaborer. Parce que partager, ça permet d'améliorer la qualité de la science. Parce que si on met en commun des ressources intellectuelles, matérielles et techniques, on va forcément être plus efficient dans notre recherche. Et enfin, parce que ça permet un accès généralisé à la science, parce que de mon point de vue, la science, ça devrait être un bien commun et que ça devrait être gratuit pour tout le monde, surtout que c'est payé par nos impôts la plupart du temps. Et l'open science permet d'aller dans ce sens-là. Comment on fait pour partager? C'est assez simple. On va mettre notre travail sur des archives ouvertes. Donc, des archives ouvertes, je le dépose sur l'archive, donc sur le net, gratuitement, et les gens vont avoir accès gratuitement. C'est gratuit pour tout le monde. C'est super facile. En faisant cette présentation, je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment beaucoup des archives ouvertes, plus de 4000 actuellement. Moi, j'en connais que 5. Donc, Zenodo, OSF, GitHub, Figshare et Dryad. Pour information, OSF, il y a Ladislas Nalborzik qui va présenter quelque chose le 30 novembre. Donc, Clément, il vous en a parlé juste avant. Donc, lui, il va parler d'OSF parce qu'il est ambassadeur OSF à l'Université de Grenoble-Alpes. Pourquoi les gens ne partagent pas le plus souvent? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? La plupart du temps, c'est de faire voler leurs idées, leurs data, de perdre l'exclusivité, donc le scooping en anglais. Honnêtement, moi, j'avais un peu cette peur au départ, quand j'étais tout neuf en thèse. Avec le temps, je me suis rendu compte que souvent, c'était quand même assez égoïste comme peur, parce que si c'est pas moi qui le fais, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait plus rapidement que moi, et que moi je l'aurais fait dans 10 ans, bah, c'est bon pour la science en fait. Parce que moi j'ai plein d'idées, et par contre je peux pas les faire tout en même temps. Et puis si j'ai eu des idées, bah, lui il va faire le truc que je voulais faire, mais j'aurai une autre idée par rapport à ce truc-là. Donc c'est pas un problème au final. Je pense que c'est un peu présomptueux aussi, parce que c'est dire que forcément mes idées sont meilleures que les autres. Je pense que c'est pas le cas. On a tous des idées différentes et elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Et je trouve que c'est un peu irréaliste parce que ça voudrait dire que quelqu'un, il va piquer mon idée, il va piquer mes datas. Pour ça, il va être obligé de mettre tout ce qu'il fait de côté d'un coup et dire « Ah non, ce qu'il a fait Mathieu, c'est forcément mieux. » Généralement, les scientifiques, c'est pas comme ça. Ils pensent que c'est leurs idées les meilleures. Donc, je trouve que ça tient pas la route, cette peur, au final. Et du coup, on a un gros gaspillage de temps et d'argent pour pas grand-chose. Ensuite, il y a une autre peur qui est très compréhensible aussi, c'est celle d'avoir fait des erreurs, notamment dans le code. Mais du coup, cette peur, si vous l'avez, d'autant plus, vous devez partager vos datas, parce que sinon, on arrive à des situations comme ça, où Kyle Niemeyer, il présente comme ça, il est superviseur, il discute avec ses étudiants de master, et il y en a un qui dit « Mais attends, je ne comprends pas, ça veut dire qu'ils font leur propre code, après ils publient les résultats grâce à ce code, mais ils ne le partagent pas ?» Et du coup, lui dit « Bah ouais. » Du coup, ça veut dire que s'il y a un bug dans le code, personne ne le saura jamais. Et là, il répond « Bah ouais. » Donc, c'est vraiment problématique. Donc, ces erreurs, il faut que vous donniez la chance, la possibilité à d'autres personnes de les corriger. Si ça n'arrive pas, tant pis. Si ça arrive, tant mieux quelque part. Parce que je pense qu'il faut vraiment changer de culture par rapport à ça. On fait tous des erreurs. Moi, j'en fais. Je suis sûr que tout le monde en fait dans ceux qui écoutent. L'erreur fait partie du processus scientifique et les corriger fait aussi partie du processus scientifique. Et si vous ne partagez pas, on ne pourra pas corriger ces erreurs. Et plus vous mettrez du temps à partager votre travail, plus vous risquez d'avoir cette erreur qui se reproduit au bout de 5, 10 ans. Et si vous avez publié quelque chose en open access il y a 10 ans, où vous faisiez déjà l'erreur, vous montrez votre bonne foi, vous dites « Attendez, mais moi, je n'ai pas fait l'erreur exprès. Regardez, il y a 10 ans, je l'avais déjà mis en open. Je suis de bonne foi. » Que si pendant 10 ans, vous faites tout le temps la même erreur et ça vous amène des résultats de ouf à chaque fois, et qu'on vous dit « Ah, mais attends, depuis le début, tu te trompes. » Ça arrive. Comment vous pouvez justifier que vous étiez de bonne foi au départ? C'est plus compliqué. Donc, quelque part, partager votre travail, ça permet justement d'être plus légitime par rapport au fait d'avoir fait des erreurs. Et ce n'est pas grave, parce qu'on en fait tous. Et si on les corrige, bah, tant mieux, comme ça, le prochain papier, vous ne ferez plus cette erreur. Est-ce que les journaux ils sont favorables à ce partage des données, des informations? Oui, et de plus en plus. Par exemple, The American Physiological Society, qui est vraiment super reconnu dans le domaine de la physiologie, qui a une quinzaine de journaux, je crois, eux, ils encouragent à partager les datas sur des public repositories. Et il y a d'autres journaux qui carrément obligent, si vous ne pouvez pas publier chez eux, si vous n'avez pas publié vos datas en plus sur un open repository.
Par exemple, European Journal of Neuroscience, si tu veux un article publié là-bas, tu es obligé de mettre tes datas avec. Ce que je trouve vraiment super, et je pense que ça va aller dans ce sens-là dans le futur. Comment encourager, nous aussi, ce partage? Déjà, montrer l'exemple, partager. Et quand vous le faites, mettez-le en avant, mettez-le par exemple avec un lien dans votre article. Moi, en faisant cette présentation, je me suis rendu compte que j'oubliais quasiment tout le temps de le faire. Je le mets juste dans le texte lui-même, mais bon, si l'article est fermé, du coup, personne ne voit qu'il y a un lien vers les datas. En plus, souvent, il n'y a pas de problème pour les maisons d'édition pour mettre ce lien vers les datas. Ils n'ont pas de conflit. De toute manière, eux, ils ne peuvent pas les mettre dans leur base de données, donc ça ne les dérange pas qu'on mette un lien vers Zenodo. Dans cet article-là, on avait mis un lien vers le préprint aussi. Et là, c'est un peu plus difficile de le faire passer dans l'abstract quand même, je vous avoue, mais vous pouvez essayer. On peut aussi, quand vous faites des reviews, quand vous expertisez un article, vous pouvez aussi suggérer. Vous ne dites pas « je veux les datas », je trouve que c'est un peu violent. Vous dites « de mon point de vue, ça serait pas mal de rajouter les datas pour renforcer le mouvement Open Science ou pour renforcer la confiance que les lecteurs vont avoir dans vos datas ». Parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent ne pas comprendre, et s'ils voient les datas, ils diront « ah ok, je vois ce qu'il a fait ». Et parce qu'au final, ça permettra à d'autres gens de réutiliser votre travail, et si vous mettez un DOI sur les datas, vous serez cité, donc ça renforce votre dossier. Maintenant, parlons des préprints. Qu'est-ce que c'est un préprint? Un préprint, c'est un article qui est partagé publiquement avant d'avoir été expertisé par les pairs. Par contre, c'est gratuit, vous gardez les droits d'auteur et c'est accessible gratuitement pour tout le monde. Moi, j'aime assez aussi cette citation de Jeff Leake qui dit « If you want to be 1 year behind, don't read preprints ». Je suis assez d'accord avec l'idée. 1 an, c'est pas mal. Généralement, quand on regarde les datas, par exemple, de Europe PMC, où ils montrent le temps écoulé entre le moment où on préprint et le moment où la publication finale elle est publiée, on voit que c'est plus entre 1 et 18 mois, avec la majeure partie qui est plutôt entre 2 et 12 mois. Mais quand même, clairement, si vous ne lisez pas les préprints, vous êtes en retard par rapport à ce qui se passe dans la littérature. Et ça prouve bien que les préprints, ils vont accélérer la diffusion de la connaissance scientifique. Et je pense que ça, c'est super important. Les préprints, ils sont pas mal décriés par certaines personnes de la communauté. Je juge personne, chacun a son avis, notamment parce qu'ils ne sont pas expertisés par les pairs. Moi, je suis complètement d'accord qu'ils seraient expertisés par les pairs, ça serait mieux. Sauf que du coup, ce ne serait plus des préprints, ce serait des articles classiques. Donc, je pense que c'est vraiment 2 concepts différents, les articles de journaux et les préprints, et que les 2 se complètent et sont utiles les 2. OK, ils ne sont pas expertisés, mais il y a tellement de bénéfices sur les préprints dont je viens de parler, que la balance entre c'est dangereux parce que ce n'est pas expertisé et tous les bénéfices qu'il y a, je pense qu'elle est tellement vers le favorable que je ne vois pas comment on peut dire qu'il faut interdire les préprints. De mon point de vue, en tout cas, les préprints, c'est super utile. Ensuite, ils disent que ok, c'est pas expertisé, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a cet article, aller voir le type d'erreur que les reviews, les expertises, elles allaient être capables de corriger. Et la réponse, en gros, c'est pas tant que ça. Ils disent que les éditeurs, ils ne devraient pas assumer que les reviewers vont détecter la plupart des erreurs majeures. Donc ça, c'est un peu dommage. On aimerait bien que les experts ils corrigent toutes les erreurs, qu'ils soient parfaits, sauf que personne n'est parfait, comme d'habitude. Et en plus, c'est compréhensible parce que le système d'expertise, de peer review, par les pairs, il est complètement saturé en ce moment. Je pense qu'on en est tous conscients. Moi, typiquement, il y a des années où j'ai 35 peer reviews à faire. J'en fais 35, je choisis de les faire. Mais je ne peux pas attribuer autant de temps à un article que je vais expertiser pour quelqu'un que je ne connais pas, même si j'ai envie de l'aider. Souvent, c'est des PhD, donc je considère que je participe à la formation et à l'amélioration de la science. Je fais vraiment de mon mieux. Après, je ne peux pas passer autant de temps que sur mes articles, notamment parce que ce n'est pas pris en compte quand je vais postuler pour des grants ou pour des postes.
Du coup, même quand je diminue, vous voyez, j'arrive à 15. 15, c'est déjà pas mal par année, sachant qu'il y en a qui font 0, justement parce qu'ils n'ont aucune motivation pour le faire. Parce que clairement, dans votre CV, les peer reviews, elles ne servent à rien. Ce n'est pas ça qui va vous donner de l'argent ou un poste. Et le système, il est tellement saturé qu'on en arrive à des situations comme ça, où chaque mois, vous avez une demande de peer review tous les jours, quoi. Donc, comment ça peut être un système de qualité pour le moment? Je ne sais pas, il faudrait changer les motivations et je vais en parler après. Du coup, on en arrive parfois à des situations un peu cocasses où vous recevez une demande de peer review pour la personne qui est juste derrière dans votre bureau. Forcément, vous êtes obligé de décliner parce qu'il y a un petit conflit d'intérêts quand même. Donc voilà, à qui ça profite tout ça? Surtout aux journaux prédateurs. Donc leur business plan, c'est de faire de l'argent sur vous en utilisant la nécessité de publier pour pouvoir rester dans le milieu académique. Donc faites attention si vous n'êtes pas encore très au courant de ces journaux prédateurs. Il y a des listes qui existent. N'allez surtout pas soumettre votre travail sur des journaux qui sont sur ces listes parce que ce n'est pas du tout valorisé. Ça compte 0 quand vous allez postuler sur des postes ou des financements ou pour votre avancement dans la recherche. Pour vous dire le type de journaux qui publient, d'articles qui publient, pardon, c'est un peu ça, quoi. Du coup, là, vous voyez en haut à gauche, c'est le contenu de l'article, donc c'est un paragraphe. Évidemment, ça n'a pas de sens. Il y a plus de références que de contenu. Le contenu, il ne veut rien dire. Et quand je dis il y a plus de références, quand je mets les points de suspension, là, c'est parce que j'ai enlevé quelques pages, parce qu'au final, il y a 212 références dans cet article. Donc voilà, on en arrive à des extrêmes comme ça. Bref, les journaux prédateurs, c'est 0. Donc quand on me dit qu'il faut éliminer les préprints, je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants avant. Surtout que le préprint, on est clairement, rien que dans le nom, et en plus, on l'affiche clairement que ce n'est pas peer reviewé, ce n'est pas expertisé avant. Donc les gens, ils le savent, c'est marqué. Pour tout ce qui est journaux prédateurs, comment vous voulez quelqu'un du public, parce que c'est bien le public qu'on veut protéger, parce que la plupart des scientifiques, ils savent que le préprint, ce que c'est. Si on veut protéger le public des journaux prédateurs, c'est beaucoup plus dur parce que le journal prédateur, lui, il fait style, il a bien fait les peer reviews, il est super bien édité, c'est joli, c'est bien mis en page, c'est juste le contenu, c'est 0, quoi. Donc, quelqu'un du public, ma mère, elle va regarder les articles entre un journal prédateur et un journal qui est très reconnu dans la communauté, elle ne va pas faire la différence. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible au départ entre préprint et journaux prédateurs, il y a des choses qui sont à prioriser. Du coup, pour régler ce problème des peer reviews qui sont parfois de mauvaise qualité ou qui sont parfois absentes et on fait style qu'elles sont là, c'est les open peer reviews qui sont en train de se développer. Il y a des gens qui sont assez influents dans la communauté qui disent que pour pallier à ce problème qualitatif et de contrôle des peer reviews, on va être obligé d'aller vers un système d'open peer review. Donc, c'est-à-dire que votre travail d'expertise, il va être publié ainsi que les réponses avec l'article. Donc, il y a des journaux qui obligent, vous savez que si vous reviewez pour ce type de journal, votre review va être publiée avec l'article, c'est sûr. Donc, Royal Society of Open Science, ils font ça. European Journal of Neuroscience, ils font ça. BMC, ils font ça. Et il y a d'autres journaux où vous avez le choix. PLOS, BMJ, Nature Communication. J'ai jamais reviewé pour BMJ et Nature Communication, donc je ne sais pas, mais je sais que PLOS, ils vous donnent le choix. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, comme d'habitude. Un des majeurs avantages de l'open review, c'est la transparence, c'est-à-dire ça va éviter qu'il y ait un professeur X qui va tout le temps envoyer ses papiers à un professeur Y parce qu'ils se connaissent, son pote, ils ne sont pas de la même université, mais ils n'ont jamais publié ensemble. Et du coup, lui va accepter les papiers de X et lui va accepter les papiers de Y et ça marche super bien. Dans l'autre sens, ça permet aussi que quand il y a un reviewer qui va défoncer un article parce que c'est sur la même ligne de recherche et que du coup, il n'a pas envie que l'autre il avance plus vite que lui, ça permettra de le voir et que ce reviewer n'aurait jamais dû accepter cette review parce qu'il y a un conflit d'intérêt évident. Ça augmente aussi la qualité, consciemment ou inconsciemment, quand vous savez que toute la communauté scientifique peut lire votre review ou quand vous savez que ce ne sera que l'auteur et potentiellement l'éditeur, vous n'avez peut-être pas la même attitude sur la qualité de votre travail. Le crédit, c'est important, j'en parlais tout à l'heure. Pour l'instant, les peer reviews, c'est crédité 0, ça compte rien. Le fait de les mettre en open peer review, ça pourra permettre de faire un différentiel entre les bons reviewers et les mauvais, peut-être, et du coup, mettre plus de valeur là-dessus.
En termes de pédagogie, c'est important parce que si c'est open, c'est-à-dire que moi, si j'ai des chercheurs que j'admire et que je me dis qu'ils sont plutôt dans mon champ, je vais aller voir quels points ils vont mettre en avant dans leur review pour savoir qu'est-ce que je dois faire attention si je les suggère en reviewer, par exemple. Et le problème majeur des open peer reviews, c'est les représailles. Si moi, je fais une review pour quelqu'un, un full professeur qui est avancé dans sa carrière et qui a plus de pouvoir que moi, et que je mets en avant des limites de son article et du coup qu'il est rejeté à cause de ça, même si j'essaie d'être constructif, il peut décider d'essayer de me mettre des bâtons dans les roues par la suite. C'est un vrai problème. Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur les open peer reviews. Je trouve que c'est une question compliquée. Donc voilà, c'est juste pour faire un état des lieux, des avantages et des inconvénients. Du coup, j'ai fait une grosse bifurcation par l'expertise par les pairs. Je reviens sur les préprints. De quand ça date les préprints? Est-ce que c'est nouveau? En biologie, en STAPS, c'est nouveau, relativement nouveau. Par contre, dans d'autres domaines, comme en physique, ça a plus de 35 ans. Donc, et ça marche toujours. Donc, c'est un modèle qui a prouvé son efficacité quand même. Et comment ça évolue en termes du nombre de préprints publiés par mois, ben, on voit clairement que c'est exponentiel. Hein. Par exemple, en juillet 2018, on était en dessous de 3500. Maintenant, on est bientôt à 14 000 de préprints publiés par mois dans le domaine biomédical uniquement. Donc, clairement, c'est peut-être qu'il y a un intérêt à ces préprints pour la communauté si ça a ce développement. Après, on peut se dire, ouais, mais ceux qui préprintent, c'est juste ceux qui n'arrivent pas à publier leur travail dans les journaux normaux. Ok, on peut avoir cette approche. Du coup, moi, je me suis amusé à aller voir qui préprint en prenant les datas de Sport Archive, en prenant le premier et le dernier auteur, et je suis allé voir combien ils avaient d'expérience dans la recherche et s'ils avaient une renommée qui était plutôt bien, notamment en regardant le nombre de citations. Et on voit que les personnes qui publient des préprints, elles ont entre 7 et 15 ans d'expérience dans la recherche, donc après le premier article publié, et elles ont entre 500 et 2000 publications. Donc, l'argument, c'est ceux qui n'arrivent pas à publier ailleurs, qui vont mettre des préprints qui ne tiennent pas trop la route. En plus, est-ce que vous pensez que ce type de chercheurs, ils vont aller risquer de mettre leur réputation en jeu en mettant un préprint de mauvaise qualité aux yeux du public et de leur communauté? Moi, je ne pense pas. Je pense que quand on préprint, on essaie de faire du mieux que l'on peut, le mieux qu'on peut, parce que ça va être aux yeux de tout le monde. Donc, on fait un travail de qualité. Et de toute manière, le préprint, c'est ce qu'on va soumettre au journal. Et quand on soumet un journal, notre objectif, c'est qu'on soit accepte tout de suite. Hein. Ça n'arrive jamais, ni minor d'ailleurs. Mais l'objectif, c'est ça au départ. Donc, ça veut dire que de notre point de vue, le travail qu'on a fourni, c'est le mieux qu'on puisse fournir, quoi. Faut-il préprinter? Vous avez compris que j'ai un avis là-dessus. Après, je ne dis pas que je détiens la vérité. Hein. Des gens peuvent être contre, ça ne me dérange pas. Je suis open. Par contre, les journaux, ils mettent quand même en avant, donc ça c'est Journal of Neurophysiology, mais même hier, j'ai vu un autre journal sur Twitter qui disait la même chose. Les articles qui ont été préprintés, ils vont attirer plus d'attention de la communauté et en plus, ils vont être plus cités. Donc, c'est assez important dans l'idée stratégique pour la carrière quand même. Le point de vue des financeurs sur les préprints, on pourrait penser qu'ils sont contre. C'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, non. En tout cas, the European Research Council, lui, il considère un préprint au même titre qu'un article classique. Quand vous mettez votre biblio, vous pouvez mettre les préprints, ça compte dans l'évaluation. Au Canada, c'est la même chose. Les préprints, ils sont importants pour véhiculer la dissémination des recherches. Et aux États-Unis, par contre, non, je rigole, c'est pareil aux États-Unis, ils encouragent les préprints. Donc, clairement, il y a un consensus là-dessus. Pour tous les financeurs qui dépensent des milliards d'euros ou de dollars, et des milliards, hein, pour eux, le préprint, c'est une bonne chose. Donc, si c'est pour ces gens-là qui ont tellement à cœur de financer la recherche, c'est une bonne chose. Ça fait peut-être un point à considérer quand on dit que les préprints, on devrait les effacer de la carte ou il faut faire attention, c'est dangereux. Dans les domaines de la recherche, qu'est-ce qu'ils en pensent les chercheurs? Donc là, je prends dans mes domaines, biomécanique, donc Yoda of Neuromechanics, c'est Max Donnellan. Moi, c'est un chercheur que j'estime vraiment dans la qualité de sa recherche.
Et lui, depuis 2018, son équipe, elle préprint les articles. Andrew Pushinsky, lui, c'est plus contrôle moteur. Et clairement, lui, il préprint tous ses articles aussi. Et il encourage les gens à le faire. Et moi, je suis plutôt dans cet ordre d'idées aussi. Ou préprinter, là, vous avez l'embarras du choix. Donc, vous avez les options mainstream, entre guillemets, donc bioarchive, PsyArchive, and medArchive, en fonction de votre champ. Mais vous avez aussi des archives ouvertes plus spécifiques, notamment Sport Archive, qui peut être pas mal quand vous faites des recherches en STAPS. Avant d'aller préprinter, il faut toujours aller vérifier si le journal que vous avez en tête pour cet article, il accepte les préprints. Et pour ça, c'est facile. Vous allez sur Sherpa Romeo, donc je vous ai mis le lien en bas, et là, ils vont vous dire tout ce que vous avez le droit de faire avec vos préprints, vos post-prints et avec la version de l'éditeur, selon la loi. Donc, c'est un site qui est super utile. Ensuite, les post-prints, c'est un manuscrit qui va être publié pareil, comme même type que le preprint, sauf que cette fois, c'est après l'expertise, mais avant le formatage par le journal. Et là, c'est typiquement ce que vous allez mettre sur ResearchGate, HAL et Sport Archive. Par contre, il y a souvent une période d'embargo de 6 mois à 1 an, voire plus, des fois, il n'y en a pas. Et pareil, pour savoir ça, vous allez checker sur Sherpa Romeo, vous avez l'information. Je voulais aussi rappeler que le 27 novembre, il y a Léa Pérez qui va faire une présentation sur HAL, justement, que je connais moins bien. Donc, n'hésitez pas à venir. Maintenant, on va parler des résultats nuls, null results, parce que je pense que c'est important. Moi, au début, quand j'avais une variable indépendante qui n'allait pas avoir d'effet, j'étais un peu comme ça, je ne savais pas trop quoi faire. Surtout que j'ai mis du temps à comprendre qu'un résultat non significatif, ce n'était pas une preuve de l'absence d'effet, que j'échouais juste en fait à rejeter l'hypothèse nulle, hein, mais que je ne la démontrais pas. Du coup, en gros, qu'après mon résultat significatif, au début, je disais, bah, il n'y a pas d'effet. Et en fait, j'ai compris que je ne pouvais rien dire, que je ne pouvais rien conclure sur la base d'un résultat non significatif. Du coup, je ne sais pas quoi faire, quoi. Et encore plus tard, quelques années plus tard, via Twitter, via Lakens, j'ai vu qu'il y avait des tests d'équivalence qui permettaient d'aller un peu plus loin après le test de non-significativité pour montrer que j'avais un effet qui pouvait être négligé tellement il était petit, en gros. Il y a aussi d'autres approches, l'estimation bayésienne et le factor de Bayes qui peuvent être utilisés, mais j'y connais moins. Donc, il y a des gens en statistique qui pourront mieux vous expliquer ça que moi. Moi, j'utilise surtout les tests d'équivalence avec le package Toaster dans R. Donc, en gros, avant d'avoir compris les tests d'équivalence, moi, c'était ça. J'avais une super idée qu'elle allait révolutionner la science, qu'elle allait être publiée dans Nature. Et puis, je faisais mes manips, mes collectes de données, et boum, les data me disaient non. Et là, j'étais triste. Maintenant, avec le test d'équivalence, c'est la même chose, sauf que quand les data me disent non, je fais un test d'équivalence et je publie quand même. Donc, je suis content. Par contre, c'est parfois plus difficile à publier null results. Ça, c'est un problème pas lié aux chercheurs, hein, c'est plutôt lié aux maisons d'édition parce que c'est un peu moins sexy, les null results. Pour preuve, il y a même des instituts de recherche comme la Berlin Institute of Health qui va vous donner des motivations pour que vous alliez publier vos résultats nuls et vous donne par exemple 1 000 € aux chercheurs s'ils publient les résultats nuls et aussi s'ils publient des études de réplication parce que c'est un peu le même problème, les études de réplication, c'est pas sexy, pourtant c'est super important. Donc voilà, du coup on en vient à... On se rend compte même que parfois sur Twitter, je vois des trucs qui montrent bien que les éditeurs, parfois, c'est même pas une question pour eux. Pour eux, c'est normal de ne pas prendre en considération les résultats nuls parce que c'est pas intéressant, quoi. Du coup, il y a vraiment des steps à passer. Il faut d'abord passer la step en disant ah, c'est un résultat nul, mais c'est quand même de la connaissance, donc ça va aider la science. Et après, il faudra passer la step. Ok, c'est pas très sexy, mais quand même, c'est important. On n'en est pas là, donc ça reste difficile de publier les résultats nuls. Et c'est un peu la même chose pour les réplications. Là, dans ce tweet, il explique que quand dans une conférence, on demande à l'éditrice en chef de Journal of Neuroscience, qui est une grosse référence en neurosciences, est-ce qu'il y a de la place pour les études réplicatives, de réplication? Et en gros, elle répond ouais, bah, faut aller soumettre dans le journal Petite Sœur ou Petit Frère
là, oui, vous aurez de la place. Sauf que déjà, ça, c'est problématique parce que c'est le journal qui a publié l'étude originale qui devrait être responsable de publier les réplications, puisqu'il n'y a pas plus proche en termes de lien. Et cette étude de réplication, elle va soit renforcer, soit affaiblir les résultats de l'étude originale. Donc, ça devrait clairement être intégré. Il devrait y avoir une partie étude, réplication, type d'article, les réplications pour chaque journal. Ça ferait vraiment sens de mon point de vue et ça serait important. Alors, vous avez compris que l'open science, ça ne se résume pas à l'open access, d'autant plus que l'open access, il y en a différentes formes, notamment en termes de prix. Donc là, ce n'est pas important la couleur. Hein. Jaune, c'est full open access. Vert, c'est hybride à open access, mais on s'en fiche. Ce que je veux que vous regardiez, c'est le prix. Donc en bas, c'est $0 USD. Hein, et en haut, c'est $5 000. Donc il y en a qui vont même à plus que 5 000 en termes de frais de traitement des articles. Donc si vous voulez que votre article soit publié dans ces journaux, vous devez payer ça. Publier un article, ça a un coût. Ce n'est pas gratuit. Hein. Toutes les étapes entre je soumets et ça apparaît en forme dans le journal de façon jolie, ça a un coût, mais c'est clairement moins de $1 000. Donc ça veut dire que là, ils font un bénéfice énorme à chaque fois, plus qu'énorme, hein, c'est un peu révoltant de mon point de vue. Et que ça devrait changer parce que ce n'est pas sain pour la viabilité financière du système scientifique. Et du coup, l'open science, c'est aussi ça. C'est aussi essayer de se battre pour que ça fonctionne mieux. Et clairement, il y en a on voit des actions de certains groupes de chercheurs qui vont dans ce sens-là. Par exemple, là, sur ce tweet, il y a tout l'éditorial board d'un journal qui a démissionné pour protester justement contre ces frais de traitement des articles qui sont vraiment trop élevés. Il y a un autre problème. Donc là, on parle de combien je paye quand moi, je vais vouloir publier dans un journal, mais après, il y a combien les universités payent pour avoir accès aux journaux. Et ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Hein. Les universités européennes, elles paient environ 500 millions d'euros, 500 millions par an, pour avoir accès aux articles scientifiques. Au Canada, c'est quand même la moitié de la population de la France, à peu près le Canada, hein, ils payent quand même 300 millions de dollars. Donc, c'est vraiment des montants qui ne sont pas négligeables. Et pareil, les gens commencent à prendre conscience qu'on peut avoir une action là-dessus, notamment les universités et les gouvernements. Typiquement, l'Université de Californie, en 2009, elle a coupé son contrat avec une de ces grosses maisons d'édition parce que c'était les prix qui étaient abusifs selon elle et que la maison d'édition n'a pas voulu lâcher les choses que l'université demandait. Et c'est pareil au niveau des gouvernements, la Norvège, l'Allemagne et la Suède, elles ont annulé leur contrat avec certaines de ces grosses maisons d'édition. Donc on va dans le bon sens de mon point de vue. La palme, je pense, revient à la Belgique, qui ont réussi à faire en sorte que les articles scientifiques publiés grâce à des fonds publics, elles doivent être rendues publiques, donc gratuites pour tout le monde, même quel que soit le contrat avec les éditeurs. Donc, par exemple, moi, si je fais une thèse en Belgique qui est payée par le gouvernement belge, tous mes articles, je peux les mettre en open access, c'est la loi. Et encore mieux, ils l'ont fait en rétroactif. Donc, s'il y avait plus de pays qui pouvaient faire ça, je pense que ce serait vraiment bien pour la science. Donc, encore une fois, il y a différents types d'open access. Donc là, je vous ai mis un petit résumé de ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est pas mal ce résumé sur Internet de Farkarsson. Mais j'aime bien aussi cette petite image où on vous propose des biscuits verts et dorés, sachant que les verts, ils sont gratuits, mais il faut attendre 6 mois pour pouvoir les manger. C'est le Green Open Access. Et les dorés en or, quoi, vous pouvez les manger tout de suite, mais ça coûte au minimum $1 500. Donc, vous faites votre choix. Donc, j'aime bien, je trouve ça assez marrant. Donc, voilà. Maintenant, rapidement, pre-registration and registered reports. Donc, je vais y aller doucement parce que Cyril Forestier va vous présenter ça la semaine prochaine. Je veux juste dire rapidement qu'il y a 2 types de recherche. Il y a une recherche exploratoire où on va essayer de se familiariser avec une question de recherche, de voir un peu ce qui sort. Et
grâce à cette première approche exploratoire, pouvoir proposer des hypothèses spécifiques sur ce problème de recherche et du coup passer sur une recherche confirmatoire où on va essayer de tester ces hypothèses et de répondre à une question de recherche spécifique. Donc là, la pre-registration, donc la traduction c'est préinscription, et les registered reports, c'est vraiment pour ça, pour la recherche confirmatoire. Par contre, ça ne vous empêche pas à la fin, donc vous faites, je vais tester cette hypothèse, vous la testez, vous mettez vos résultats. Ça ne vous empêche pas de rajouter en disant, ah, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait ça qui pouvait être intéressant. Et du coup, dire clairement c'est exploratoire, mais ça pourrait être intéressant pour une prochaine étude confirmatoire. Donc les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc la pre-registration, c'est quoi? Ça consiste à publier sans expertise par les pairs la description de vos protocoles de recherche en fait. Vous dites, moi, je vais faire ça comme protocole, ma puissance statistique c'est ça, donc je prends ça comme nombre de sujets, ça comme nombre d'essais, et je vais faire ça comme stat. Et ça, vous êtes tout seul à votre bureau chez vous, vous le publiez sur un site, vous le mettez en privé, et quand votre article est accepté, vous le transformez en public, comme ça tout le monde voit que c'est bien ce que vous aviez prévu de faire, et du coup que ça limite vraiment la possibilité d'avoir des pratiques de recherche douteuses. Donc pour faire ça, moi je connais ces deux sites, il y en a sûrement d'autres, il y a As Predicted, il y a OSF. Est-ce que la préinscription, la pre-registration, elle change vraiment quelque chose? Pour répondre à cette question, je vais prendre cette petite figure. Donc, sur cette figure, les points en bleu, c'est les effets d'un traitement qui sont nuls. Les points en noir avec une croix, c'est les effets qui sont bénéfiques. Et les points rouges avec sens interdit, c'est néfaste. Et le petit trait vertical au milieu, c'est l'année 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2000? Eh ben, en médecine, ils ont obligé la pre-registration des études. Et là, on voit que la distribution des résultats avant et après 2000, elle est bien différente. Et Lakens, ce qu'il posait comme question sur Twitter, c'était si c'était vous ou vos enfants ou vos parents qui devaient prendre un traitement important, est-ce que vous prendrez un traitement qui a été testé avant 2000 ou après 2000? Et je trouve que c'est une bonne approche parce que je ne vois pas qui c'est qui répondrait avant 2000. En tout cas, pas moi. Donc oui, la préinscription, c'est super important. Maintenant, il y a un autre type, c'est Registered Report. Ce n'est pas la même chose. Vous ne faites pas les choses dans votre coin tout seul à publier votre protocole et vous le mettez en privé. Là, vous allez carrément soumettre votre intro, vos méthodes, vos data pilotes à un journal classique qui propose ce type d'article, les Registered Reports. Donc, vous avez les articles review, les opinions, les articles expérimentaux et les Registered Reports, par exemple. Et là, il y a, au lieu d'avoir une seule review, comme d'habitude, là, il y en a deux, à 2 points. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, vous soumettez, et là, vous soumettez uniquement votre protocole avec l'intro et les pilotes data. Et là, c'est envoyé en review tout de suite. Et là, comme d'habitude, soit c'est accepté tout de suite, minor, major, reject. Si c'est accepté, ça veut dire que c'est fini. Votre article, il va passer, il va être publié. Vous avez une in principle acceptance. C'est-à-dire que si vous suivez ce que vous avez dit dans le protocole, c'est tout bon. Même si vous avez des résultats qui sont nuls ou qui ne sont pas concluants. Et ça, c'est super important pour le biais scientifique, le biais de publication qu'on parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez avoir aucun intérêt à essayer de chercher la pi-valeur en dessous de 0,5 ou à essayer de modifier des choses. Au contraire, vous allez essayer de faire tout ce que vous pouvez pour garder le protocole initial. Et ça, c'est super important. Parce que du coup, on va avoir une répartition plus équilibrée des articles qui vont valider leurs hypothèses de ceux qui ne réussissent pas à le valider. Donc ensuite, ça se passe comme ça, on resoumet. Et là, deuxième review, on resoumet les results, tout, là c'est l'article normal avec la discussion. Et là, les reviewers, c'est un travail qui est beaucoup plus facile pour eux. Ils ont juste à checker si vous avez bien fait ce que vous aviez dit au départ. Et si c'est le cas, c'est accepté, c'est fini. Si vous êtes rejeté à ce moment-là, c'est juste que vous avez changé vos plans et ça serait vraiment bête de le faire. Alors, est-ce que les Registered Reports, ça marche? Pour répondre à non. Slide d'après, pardon. D'abord, est-ce que dans quels journaux vous pouvez proposer le format Registered Report? Donc, où est-ce que vous pouvez publier ce type
d'articles. Donc, il y a 266 journaux au total pour l'instant, mais ça continue d'augmenter tous les mois. Pour avoir la liste complète, vous pouvez aller sur le lien que je vous ai mis en bas à droite. Spécifiquement, il y en a 58 en psycho, il y en a 10 en neuro, il y en a 4 en STAPS, où vous pouvez soumettre des Registered Reports. En STAPS, c'est Human Movement Science, Psychology of Sport and Exercise, Registered Reports in Kinesiology and Frontiers. Alors, c'était celle que je pensais qu'elle allait arriver. Est-ce que les Registered Reports ils réduisent le biais de publication? Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser cet article, qui est un préprint. Hein. Donc, c'est utile les préprints, hein, sinon j'aurais plus de mal à vous expliquer la chose. Donc là, dans la colonne de gauche, c'est les résultats d'études classiques. Et dans la colonne de droite, c'est les résultats de Registered Reports. Et en violet foncé, c'est quand les hypothèses elles sont confirmées par les résultats. Et en violet pâle, clair ou en gris, c'est quand les résultats ils ne confirment pas les hypothèses de départ. Et là, on voit clairement que dans les publications classiques, c'est biaisé parce qu'il y a 95% des articles qui vont aller confirmer l'hypothèse de départ. Alors que si on fait un Registered Report, on est plus proche de 40-45%. Donc là, on voit clairement qu'actuellement, le paysage des publications, c'est un peu comme si nous, on avait eu un AVC et qu'on avait une héminégligence et que du coup, nos yeux, ils fonctionnaient, mais que notre cerveau, il n'était pas capable de voir la partie gauche de l'espace. C'est vraiment ça, il y a vraiment un problème actuellement et c'est pour ça que les Registered Reports, ils sont importants. Maintenant, comment faudrait évaluer la qualité scientifique des chercheurs et de la recherche? Pour l'instant, de mon point de vue, on a un gros problème, c'est en train de changer, mais c'est super difficile. C'est l'impact facteur des journaux, qui, de mon point de vue, hein, est un indicateur trompeur et pervers. Après, il y en a qui peuvent dire non, c'est très utile. Je ne dis pas que c'est inutile, je dis qu'il est trop prépondérant et que ça devrait être plus négligé que ça. Par exemple, dans cette étude, ils ont montré que c'est pas parce que vous avez un haut impact, ici en rouge à droite, que votre méthodo, elle était de qualité. Au contraire. Là, ils ont montré dans cette étude, donc l'analyse, c'est de la cristallographie. Moi, je ne connais pas, mais ils montrent de façon concluante que quand on a un impact factor plus bas, on va avoir une qualité méthodo plus élevée. Parce que plus on est en bas, plus élevé. Donc, j'ai mis les couleurs bleues pour que vous y retrouviez. Donc, clairement, c'est un peu trompeur, cet IF. Ça dépend ce qu'on a comme but pour la recherche. Si on veut avoir des résultats qui sont sexy, OK, il faut des high IF. Mais si on veut des résultats qui sont robustes, peut-être que aller dans les journaux à plus bas IF, ça fait sens. De mon point de vue, cette figure, elle prouve que l'IF, c'est un mauvais indicateur. En plus, je pense que l'impact facteur, c'est problématique en termes de vision plus politique, plus globale, parce que c'est sur cet IF qu'on base le prestige d'un journal. Et du coup, les journaux vont jouer sur cet IF, vont essayer de le renforcer. Et ce n'est pas forcément bon pour la communauté scientifique, comme on l'a vu, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la nouveauté, ce n'est pas le flashy. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment la méthode elle est faite, comment la méthode elle est robuste. Et si ça arrive à des résultats nouveaux, bah, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas à des résultats nouveaux, ça nous intéresse quand même. Du coup, on devrait essayer de changer l'approche d'évaluation. C'est en train de se faire doucement. Hein. Ça prend du temps, ce type de changement. Et on doit essayer de se rapprocher d'une évaluation, notamment de est-ce que ce chercheur il va mettre en place des méthodes d'open science, registered report, est-ce que son travail il est bien reproductible, est-ce qu'il fait des réplications, est-ce que les méthodes qu'il utilise elles sont à jour, est-ce qu'il fait du service à la communauté, est-ce qu'il va faire des reviews pour que le système il fonctionne, est-ce qu'il va essayer de communiquer ses résultats au grand public parce que c'est quand même eux qui le payent à l'origine avec leurs impôts. Tout ça, c'est important et tout ça, pour l'instant, c'est pas assez pris en compte parce que pour l'instant, de moins en moins, mais ça reste super fort, c'est l'IF qui domine tout ça. Et toutes ces suggestions, c'est pas moi qui les fais, hein, pour avoir un résumé super clair, vous allez voir la déclaration sur l'évaluation de la recherche de San Francisco, Dora, avec le lien qui est là, et il vous explique tout ça en détail. Et clairement, il faut arrêter de se focaliser sur l'IF. Je pense que ça commence à être de plus en plus partagé, ce point de vue. Donc, je pense qu'il faut aussi garder en tête que c'est nous, la communauté scientifique, qui allons déterminer le prestige d'un journal.
Donc, si on dit le prestige, c'est lié uniquement à la nouveauté, aux résultats qu'ils ont trouvés, bah, c'est notre faute. Si on décide que le prestige, ce n'est pas lié à ça, le prestige, c'est lié à la robustesse des analyses, à la confiance qu'on fait à un journal, bah, ça devient un journal prestigieux et c'est en train d'arriver, ça. Typiquement, moi, dans mon domaine, Journal of Neurophysiology, c'est un super journal. Tous les gens qui sont super reconnus et que j'admire, ils vont publier là-dedans. Et c'est très bien que si tu vas dans le journal, qui a un petit IF, donc on s'en fiche, c'est quand même super reconnu quand tu as par un jury qui connaîtra quelque chose à ton champ. Je sais qu'en psychologie, c'est pareil pour Psychology of Sport of Exercise. C'est un petit IF, mais c'est super reconnu. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Donc, là encore, please, do not write that trainee's paper is good because it's in journal with an impact factor avec les dixièmes et les centièmes. Ça n'a pas de sens, quoi. Essayez plutôt de mettre en avant à quel point tel ou tel journal est reconnu par votre communauté. Et dites, ouais, ça c'est bien parce qu'il est reconnu par la communauté, c'est de la bonne science, c'est des bonnes études qui sont là-dedans. Et puis, allez voir aussi si le journal il est soutenu par une société scientifique, une société savante généralement. C'est un bon indicateur aussi. Donc voilà, mon résumé, ça serait, si vous faites partie de jury ou si vous allez en faire partie, pensez vraiment à essayer d'évaluer l'impact de la science et pas du journal. Donc, allez lire les articles, parce qu'à chaque fois, il y a des exemples d'articles. Allez pas juste regarder le nom du journal dans lequel c'est publié. C'est important d'aller voir ce qui a été fait en termes de méthodo. Est-ce que la personne qui postule pour le poste ou pour le financement, elle a évolué dans sa méthodo au fil des années? Est-ce qu'il essaie de se développer? Est-ce qu'il est dynamique sur ce point-là? Regardez pas juste le résultat, parce que ça augmente les biais par rapport à l'équité aussi. Parce que si vous êtes dans un gros labo qui publie depuis 10 ans dans Nature, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un résultat de ce type, mais ça ne veut pas dire que vous maîtrisez la méthode. Alors, est-ce que c'est stratégique, je vais finir là-dessus, d'être un open scientist aujourd'hui? C'est pas évident. Avant de répondre à ça, on va essayer de voir ce que c'est un scientifique ouvert. Donc, de mon point de vue, et puis c'est juste mon point de vue, il y a des gens qui vous diront différemment, pour être un open scientist, tu n'as pas besoin d'être extrême à toujours mettre tout en open science, toujours pré-printer, toujours mettre des data en open, faire que des registration et tout ça. De mon point de vue, ça serait idéal, mais je pense que le système n'est pas prêt pour ça. Vous vous mettez en danger, surtout si vous êtes master, PhD, postdoc, vous n'avez pas encore votre place dans le système. Je pense que vous vous mettez en danger si vous voulez faire que ça. Parce que pour l'instant, comme je le disais, les évaluateurs de votre dossier, c'est pas ce qui est le plus important, pas encore. J'espère que dans 10, 15, 20 ans, ça sera le cas, mais pour l'instant, je dirais que ça serait dangereux de prendre cette attitude extrême envers l'open science, même si moi, je la soutiens à fond. Je ne suis pas dans cette extrémité-là. Après, peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas. Ce n'est pas mon approche, ce n'est pas ma stratégie. Moi, j'avais plus peur de me faire virer du système et du coup, de plus pouvoir du tout le changer en faisant ça. Du coup, c'est vraiment au cas par cas. Je fais ce que je peux. C'est vraiment plutôt avoir conscience et connaissance des options qui sont possibles et de les utiliser dès qu'on peut. Et pas aller en conflit avec des gens qui refusent ça. S'ils refusent, ils ont peut-être leurs raisons et vous pouvez accepter aussi. Donc, quand vous pouvez, vous le faites. Quand vous ne pouvez pas, tant pis, quoi. Donc, de mon point de vue, si vous avez déjà partagé des fois vos données, si vous avez déjà partagé votre code, si vous avez déjà pré-printé une ou deux fois, si vous essayez de pré-registrer vos études des fois, ou si vous rendez des documents de recherche disponibles gratuitement, bah, vous êtes déjà un open scientist. Vous partagez, small steps, vous partagez petit à petit, il y a des petits changements qui peuvent aboutir à des grands résultats. Donc, on est tous ensemble, on est plusieurs à le faire, et petit à petit, ça avance. Est-ce qu'en termes de recrutement, l'open science, ça aide? Ça commence. Typiquement à UBC où j'étais, quand ils faisaient des annonces pour les postes d'assistant professeur, donc de maître de conf, ils mettaient décrivez votre recherche, votre approche de recherche, et mettez en avant comment vous encouragez la réplicabilité et l'open science. Donc clairement, ça commence à venir, et je pense que ça peut aller que dans ce sens-là, parce que c'est tellement difficile de justifier de ne pas aller vers l'open science. Que le futur, il devrait être fait ça. Après, ça dépend aussi de nous, à quel point on le pousse, parce qu'il y a d'autres entités qui ont des intérêts différents et qui vont pousser dans l'autre sens.
Donc, c'est à nous de savoir de faire notre mieux pour que ça arrive. En termes de financement, est-ce que les financeurs, ils vont voir ça d'un bon oeil, l'Open Science? Clairement, de mon point de vue, oui. En Europe, depuis 2017, c'est le cas. Ils avaient fait un gros document en expliquant l'Open Science Practices, c'est top, il faut le faire. L'ANR, en 2020, ils ont signé une déclaration conjointe en faveur de l'Open Science. Donc, clairement, ça avance. C'est de plus en plus vu d'un bon oeil. Donc, je pense que si vous ne commencez pas à le faire maintenant, vous prenez un risque pour la suite. Donc, je dis, il ne faut pas être extrême, mais il faut quand même commencer à s'engager dedans parce que ça va évoluer vers ça, a priori, de mon point de vue, hein, mais je peux me tromper. Je ne détiens pas la vérité, hein, c'est juste un point de vue. Toute cette présentation, c'est juste un point de vue, de toute manière. Juste pour vous donner une idée, ce que j'ai entendu, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais il faut faire attention à ne pas vous retrouver dans la situation où dans 15 ans, des jeunes chercheurs ils regardent vos articles en voyant qu'il n'y a pas d'open data, il n'y a pas de préprint et tout ça, et qu'ils se disent que ce soit ahurissant pour eux, comme ça l'est pour nous quand on pense aux gens qui fumaient dans des avions dans les années 90. Et peut-être que ça va arriver à ce point-là. Donc faites attention. Donc c'est pour ça, montrez que vous commencez à vous engager là-dedans parce que ça va dans cette direction. Et je pense que c'est important pour le futur de votre carrière de le faire. Si vous voulez, moi je me suis pas mal engagé. Maintenant je suis un peu moins engagé avec STORC, la Society for Transparency, Openness and Replication in Kinesiology. Si vous voulez contribuer à l'Open Science, vous pouvez les soutenir, soit juste en vous affiliant, soit en essayant de contribuer. Ils seront ravis de vous accueillir. Voilà, de mon point de vue, l'open science, c'est quelque chose d'important. J'espère que j'ai fait de mon mieux pour expliquer comment je la voyais. Après, c'est qu'une vision, il y a d'autres visions. Renseignez-vous auprès d'autres personnes qui ont des avis différents et faites-vous vous-même votre propre avis. Voilà, merci. Ok, merci Mathieu. Eh ben, c'est cool, il nous reste un peu de temps pour les questions. C'était un peu ce qu'on avait voulu, une intervention qui soit complète mais assez courte pour avoir le temps derrière sur les questions. Donc, je vois qu'on est une bonne cinquantaine. Donc, si on a parmi vous qui ont des questions, vous pouvez activer votre vidéo. Et puis, si on a 15 qui activent la vidéo en même temps, je donnerai un ordre de passage. Mais activez votre vidéo, activez votre micro. Et comme ça, on vous verra apparaître à l'écran et puis vous pourrez poser les questions que vous voulez à Mathieu. En attendant peut-être que certains parmi vous se décident, je vais commencer. Moi, j'en ai une, Mathieu. Bon, tu t'en doutes, elle est préparée depuis quelques temps, mais en gros, c'est voilà, toi, maintenant, ça fait pas mal de temps que tu es, comment dire, que tu aimes, même si tu as fait un long postdoc, etc., tu cherchais par tes propres moyens, tu n'étais plus sous un directeur de thèse. Mais si aujourd'hui, tu recommençais voilà, ta thèse aujourd'hui, tu vois, et comment est-ce que tu essaierais de convaincre ton directeur de thèse? Parce qu'on est beaucoup de jeunes docteurs, de jeunes doctorants, et on l'avait compris parce que tu nous as dit que c'est un peu nous qui sommes là à l'interface en disant allez, il faut pousser. Mais des fois, on est avec des personnes qui, au-dessus de nous, ne voient pas forcément l'intérêt de l'open science ou alors n'ont pas forcément l'envie ou le temps de se mettre dedans. Donc, comment est-ce qu'un jeune doctorant ou un jeune postdoc il peut arriver à convaincre son dire ou son boss d'aller sur de l'open? Ouais, super question. C'est une question qui est compliquée, hein. Moi, comment je ferais du coup, c'est ce que je disais, il y a plusieurs options. J'irai par tâton pour voir laquelle option correspond. Je pense que ça dépend des personnes, hein, pour voir laquelle option pourrait mieux fitter avec la personnalité de mon superviseur. Typiquement, si c'est des data qui sont pas chères à acquérir, c'est pas de l'MRI par exemple, et qu'on va utiliser tout dans l'article, il n'y a pas moyen de refaire autre chose. Je lui dis, regarde, on peut les mettre en open, les data. De toute manière, ça fait quoi? En plus, on met un DOI dessus, comme ça, on se fait citer. Donc, j'essaierai de le faire comme ça. Pour les préprints, c'est plus difficile parce qu'il y a assez peur, tu vois, et eux, ils sont plus avancés dans leur carrière. Du coup, ils ont plus de risques à prendre. Il y a plus de peur, il y a plus d'appréhension. Nous, on commence, on peut établir direct. On dit, moi, je mets tout en open, c'est fait, quoi. Je comprends aussi leur réticence. Du coup, c'est plus difficile, je trouve, pour les préprints. Après, moi, je dirais, regarde, les préprints, eux, ils sont cités plus. C'est peut-être pas si mal, en fait. On prend pas tant de risques que ça. Et expliquer vraiment ce que c'est un préprint et que tu dis, OK, il y a des limitations, c'est pas peer-reviewé. Mais après, ça va l'être. Et puis, en plus, on peut mettre le lien vers l'article qui est peer-reviewé. Donc, les gens, ils pourront aller voir.
Donc, je pense que ça dépend aussi à quel point ton directeur il est ouvert aux discussions là-dessus. Si c'est fermé, je n'irai pas en conflit parce que je vais perdre forcément. Je suis juste un doctorant. Lui, il est là depuis 15 ans. C'est pas moi qui vais gagner. Donc, si il est contre, je n'irai pas au conflit. Par contre, petit à petit, avec le temps, je ramènerai le truc sur le tapis pour essayer de le convaincre au fur et à mesure et essayer de convaincre mes collègues pour ne pas être tout seul, quoi. Ok. Voilà. Mais c'est difficile. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez aussi les poser par message si vous ne voulez pas apparaître. Ah ben, je t'attendais quand même. Alors, il faut que tu mettes ton son, mon poulet. Donc, on a Cyril qui sera l'intervenant de la semaine prochaine, qui va poser une question à Mathieu. Une bonne colle, j'espère. Salut Matt. Du coup, déjà, merci beaucoup pour ta présentation. C'était clair et complet. Et j'avais une question à te poser. Est-ce que c'est pour la partie que tu avançais sur les reviews, le fait qu'actuellement les reviews étaient majoritairement dans l'ombre et qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Est-ce qu'il n'existe pas déjà des moyens de mettre en avant les reviews qu'on fait ou de les rendre accessibles d'une certaine façon, au moins un petit début? Est-ce qu'il y a quelque chose pour ça? Moi, je suis avec Publon. Après, je sais pas, je pense que c'est une for profit. Je suis pas sûr que ça soit désintéressé. Mais pour l'instant, moi, je connais que ça. Du coup, moi, je mets mes reviews sur Publon. Je les partage le plus souvent parce que c'est possible. Vu que c'est moi qui décide, je peux les mettre. C'est quoi ton nom? Tu peux... Publon, en gros, c'est assez simple. Du coup, ça doit être publon.com ou un truc comme ça. Publnos. Donc, je vais te l'écrire. Everyone. Donc, c'est Pour partager ton écran. Voilà. Donc, c'est ça. Et en fait, quand tu fais une review, tu as l'email de l'éditeur qui dit merci d'avoir fait la review. Et tu forwardes cet email à Publon et direct, il t'enregistre la review que tu as fait. Et puis, au bout d'un moment, tu peux même cliquer sur un bouton qui t'imprime toutes les reviews sur un PDF et tout ça. Et c'est visible à tout le monde. Et du coup, tu peux dire, quand tu fais, par exemple, une interview pour un post ou pour un financement, tu peux dire, moi, j'ai fait 100 reviews. La preuve, c'est publié sur Publon, quoi. Tu peux montrer que ce n'est pas du flan, quoi. Mais c'est pas idéal, je trouve, parce que c'est for profit. Ça serait mieux que ça soit lié à l'article, comme ils sont en train de faire. Et le problème que tu te fasses saquer après parce que tu as fait une revue négative, souvent, si tu mets reject, ils ne mettent pas ta review avec parce que tu n'étais pas d'accord avec le contenu. Et en plus, ils pourraient faire un truc où ils mettent en open review, mais ils ne mettent pas le nom. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? N'hésitez pas. Alors, j'ai Cédric Morio qui nous pose une question. Certains systèmes proposent automatiquement le lien avec Publon, c'est au choix du reviewer. Ok, donc c'était pour faire un petit rappel sur Publon. Ok. J'avoue que moi, je me suis mis il n'y a pas longtemps à Publon. Je crois que c'était il y a, 3 semaines. J'ai fait mon profil Publon et j'ai mis mes trucs. Et ça se fait assez rapidement au final parce que quand vous créez votre compte Publon, il va même chercher des fois des reviews que vous avez fait automatiquement, selon si certains journaux les mettent. Donc, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Ah, nous avons Aina. Et après, je poserai la question d'Élodie. Bonjour Mathieu, merci pour ta présentation. Tu parlais tout à l'heure de l'open peer review et du problème lié au fait que du coup le reviewer n'est plus anonyme et qu'il peut y avoir des représailles. Et je me demandais si une solution intermédiaire, un compromis, ce ne serait pas de faire de l'open peer review où en gros ton expertise elle est rendue publique, mais pas ton nom. Donc comme ton expertise est publique, du coup, tu vas faire attention à ce que tu écris et tu vas faire ta review de manière sérieuse, mais tu ne mets pas ton nom, comme ça, tu n'as pas peur d'avoir des représailles. Je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est la solution idéale, que tu donnes le choix au reviewer de mettre son nom ou pas. Comme ça règle le problème, on n'a que des bénéfices, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, du coup. Parce que j'imagine qu'ils y ont pensé, ils sont bien plus intelligents que nous. Mais d'accord avec toi, quoi. Peut-être faire un peu comme pour les articles, mettre un embargo, c'est-à-dire que ta revue elle est en open et ton nom il apparaît qu'au bout d'un an.
Au moins, pendant un an, l'autre, il a le temps de décolérer si jamais il a des représailles envers toi. Ok, il y a Elodie qui nous pose une question. Est-ce que c'est autant valorisant d'avoir des revues sur Publon que des revues qui ont été validées pour publication dans de plus grandes revues? Alors, je ne sais pas si Elodie... On mélange les review articles et les expertises d'articles là ou pas? Ouais, c'est ça, je crois. Je crois que tu peux refaire un petit point sur ce qu'est Publon exactement. Du coup, là, quand je dis review, en fait, je pense expertise pour Publon, c'est-à-dire qu'on demande d'expertiser l'article de quelqu'un d'autre et de faire des retours, des commentaires constructifs pour améliorer l'article et donner un avis s'il faut que l'article soit refusé, accepté avec minor comments, accepté avec commentaire majeur ou rejeté. C'est vraiment pour ça, Publon, c'est pour mettre publiquement ton travail d'expertise d'autres articles. Les review articles, c'est autre chose, c'est tu fais une revue de la littérature et tu vas soumettre toi-même ton article qui va du coup être expertisé par d'autres personnes. Ouais. Donc en gros, Publon, c'est bien ça. Publon, c'est pour pouvoir en gros faire un portfolio ou un petit carnet de toutes les expertises d'articles qu'on a fait pour telle ou telle revue dans sa carrière. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Vous pouvez nous rejoindre, activer votre caméra ou votre son. Alors, écoute, je vais lire en même temps, comme ça je profite pour tout le monde. Azevedo de Axel. Axel qui nous dit « Bonjour, merci pour ta présentation. Étant étudiant en première année de master recherche, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci de cette présentation sur l'Open Science. Mais pensez-vous que justement, venir faire ce genre de présentation directement dans les facultés auprès des futurs chercheurs ne permettrait pas de développer cette Open Science ?» Bah si, hein, clairement, plus on en parle, plus les gens ils sont amenés à réfléchir. Donc, mais toi aussi, Axel, hein, si tu en parles autour de toi, c'est bien. Hein. Plus il y aura de personnes qui en parlera et plus ça entrera dans les mœurs et plus on aura de chance que cet état d'esprit, ça devienne une culture, comme je le disais. Donc, en gros, ce que propose Axel, c'est de bientôt venir en France faire une tournée des facs pour... Moi, si on me paye l'aller-retour, je le fais. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, c'est plus facile par visio. D'autres questions? Allez-y, on a encore théoriquement 12 minutes, mais s'il y en a d'autres qui ont des questions, on s'était laissé jusqu'à 16h, 1h30. Ok, j'en profite pour passer quelques infos. Donc, en attendant de voir si d'autres personnes vont poser une question. Petit rappel, je crois que tout à l'heure, Joseph s'est trompé en disant le truc. Le congrès de l'ACAPS, c'est le 27 et le 29 octobre 2021. Vous trouverez toutes les infos sur le site de l'ACAPS et ça se passera à Montpellier. Voilà pour ça. Ensuite, ce qui concerne cette intervention, elle est enregistrée et elle sera publiée sur le site de la CAPS. Alors, puisqu'on est sur de l'open science, on va faire les choses bien. On va déposer tout ça sur l'OSF de Mathieu. Donc, Mathieu a déjà posté sur son profil OSF sa présentation, son PowerPoint, donc vous pourrez aller le télécharger gratuitement. Et on reposera aussi la vidéo que vous pourrez aller revisionner et on la mettra sous forme d'encart à la fois sur le Facebook du RJC et aussi à la fois sur la sous-section RJC du site de la CAPS. Vous allez voir, si vous allez sur le site de la CAPS, dans le bandeau qui est en haut, il y a écrit le réseau jeunes chercheurs et on va mettre ça en ligne cette semaine avec Sydney pour que d'ici la présentation de Cyril, la communication de Mathieu soit en ligne. Dernier appel pour des questions, si vous en avez. Non? Ok. Et bien, en tout cas, moi, je voulais te remercier, Mathieu. Je sais que tu es dans une période où tu avais beaucoup de choses à faire. On a réussi à trouver un moment pour caler cette présentation. Dès que je te l'ai proposé, tu m'as dit oui direct. Je remercie d'ailleurs Aina qui m'a réorienté vers toi pour te proposer de faire cette intervention. Donc, merci, c'était très clair. Et je pense que avec Joseph, c'était l'objectif qu'on s'était donné, c'est-à-dire commencer ce groupement de webinaires par une présentation qui, au final, nous dirait déjà répondre à la question qu'est-ce que c'est l'open science? Parce qu'il y a plein de choses derrière l'open science, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Et c'est vrai que tu as eu une partie de ta présentation qui était là-dessus.
bien appuyé sur le fait que l'open science, ce n'est pas forcément de l'open access. Et il me semble que tu as tweeté quelque chose il n'y a pas très longtemps dans ce sens-là, en disant que oui, effectivement, tous tes articles n'étaient pas forcément en open access, mais par contre, à chaque fois, pour tous tes articles que tu avais cités, tu avais mis à disposition les datas, les scripts, la méthodo, les questionnaires, etc., etc. Donc au final, c'est peut-être de moi, ce que j'en ai compris un petit peu, c'est que on se remet d'un point de vue d'un jeune chercheur, c'est plus ça en fait qui est intéressant. C'est pas forcément se dire je vais publier absolument en open access. Tu as bien parlé des journaux prédateurs, mais je vais essayer d'avoir des pratiques open access, open science plus largement, en disant tiens, je vais peut-être pas avoir mon article qui va être au format PDF gratuit pour tout le monde, etc. Mais je peux préprinter. Donc, je peux diffuser mon article auprès d'un maximum de personnes gratuitement de mon côté. Je peux mettre mes datas, vous le verrez sous la présentation du 30 novembre, sur des plateformes pour pouvoir laisser l'opportunité à tout le monde de venir prendre mon script R, prendre mon fichier de données et hop, voir comment j'ai fait les choses. Ou alors si, moi par exemple, j'utilise beaucoup les plateformes OSF, où quand je suis dans un papier, je vois une méthode, ils font un test stat qui est génial et je me dis, trop bien, comment ils ont fait ça? Et s'ils ont mis leur script R en open access, je peux aller reprendre un bout de leur script R, voir comment ils l'ont fait et l'inclure dans mes analyses. Et si en plus c'est des chercheurs qui sont de haut niveau, je suis sûr d'avoir à peu près des pratiques qui sont bonnes, parce que c'est vrai que sous R, des fois, on ne sait pas trop quand on débute si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Donc merci beaucoup à toi Mathieu. Je ne sais pas si tu peux remettre ta vidéo pour que tout le monde te revoie un petit peu, super. Merci pour l'invitation, c'était sympa. Je suis pressé d'avoir les autres présentations dans les semaines à venir. Ouais, écoute, je crois que Cyril doit être comme ça parce qu'après ton passage, il doit être comme ça. Il va faire. Donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, on a la présentation de Cyril Forestier, donc ce sera vendredi prochain aussi, sauf que si ma mémoire est bonne, ce sera à 11h30. Je vérifie ça tout de suite. Non, 11h. 11h la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Et le vendredi encore d'après, on aura aussi une présentation, mais cette fois-ci de la plateforme HAL, qui est une plateforme française de dépôt des articles. Et ensuite, donc le lundi 30 novembre, à 14h, une présentation de la part d'un ambassadeur grenoblois de OSF qui nous présentera la plateforme et qui vous présentera notamment comment faire un préprint, ce dont nous a parlé Mathieu, et aussi comment créer ce qu'on appelle un projet. En gros, le projet, c'est j'ai un projet de recherche et je vais mettre mon script, mes données, mes questionnaires, etc., etc., etc. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie toutes et tous d'être venus si nombreux. Je vous avoue que Joseph est parti parce qu'il avait un cours, mais on était un peu comme ça, on ne savait pas trop comment vous alliez répondre et on s'était dit, OK, si on a 50 personnes, on est content. Donc là, vous étiez 62, 63 à un moment donné, donc on était très contents. Voilà, merci à vous. Les autres présentations seront sur le même format, assez courtes, 45 minutes, avec un peu de temps pour les questions. Et toujours en essayant d'avoir des messages un peu directs et clairs. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. Au revoir tout le monde, à bientôt. Salut.